Pendant des décennies, le public se souvient d'elle comme de la jeune femme fougueuse qui illuminait l'écran dans l'un des films les plus aimés du cinéma. Mais derrière le sourire, derrière les danses et la gloire, se cachait une réalité bien plus sombre que quiconque ne l'imaginait. Le parcours de Jennifer Grey a été marqué par des accidents qui ont failli la tuer, par des choix qui ont changé à jamais son visage et sa carrière, et par une douleur indicible qu'elle a portée pendant des années. Aujourd'hui, à 65 ans, elle a décidé de dire la vérité sur ce qui s'est réellement passé, les moments qui ont failli la briser, les décisions auxquelles elle n'a jamais cessé de penser et les combats qu'elle a menés loin des projecteurs, une enfance dans l'ombre des attentes. Jennifer Grey est née le 26 mars 1960 à New York, dans une famille qui semblait destinée au monde du spectacle. Son père, Joel Grey, était un acteur oscarisé, surtout connu pour Cabaret, et sa mère, Jo Wilder, était une ancienne actrice et chanteuse. Même son grand-père, Mickey Katz, était un humoriste et musicien réputé. De l'extérieur, tout donnait l'image d'une famille idéale pour faire éclore une future star. Mais Jennifer admettra plus tard que grandir dans un foyer aussi imprégné par la performance s'accompagnait de lourdes attentes. Ses parents étaient autoritaires, la poussant vers la perfection d'une manière qui laissait peu de place à la vulnérabilité ou à l'erreur. Elle fréquenta la prestigieuse Dalton School à Manhattan, où elle étudia le théâtre et la danse aux côtés de sa meilleure amie, la future actrice Tracy Pollan. Dès ses jeunes années, Jennifer était déterminée à être indépendante. Mais cette indépendance vira rapidement à la rébellion. À 16 ans, elle se faufilait dans des boîtes de nuit, sortait avec des hommes plus âgés et menait une double vie. Le jour, elle était l'élève soignée d'une école privée. La nuit, elle faisait partie d'un univers mêlant alcool, drogue et danger. Des années plus tard, elle révélera qu'elle n'avait jamais fréquenté d'adolescent de sa vie et qu'elle était attirée par des hommes plus âgés, vivant bien en dehors du monde protégé que ses parents avaient construit pour elle. L'un des chapitres les plus sombres de sa jeunesse fut une grossesse non désirée qui se termina par un avortement. Dans ses mémoires publiées en 2022, Out of the Corner, elle le qualifia de « décision grave » qui l'a hantée toute sa vie. Et pourtant, elle reconnut aussi que, sans cela, sa vie et sa carrière auraient pu prendre une tournure complètement différente. C'était un souvenir douloureux, mais qu'elle décida finalement de partager, sachant que le silence ne faisait qu'alourdir le fardeau qu'elle portait. Après avoir obtenu son diplôme en 1978, Jennifer intégra la Neighborhood Playhouse School of the Theatre à Manhattan pour 2 ans, perfectionnant son art tout en travaillant comme serveuse pour subvenir à ses besoins. À 19 ans, elle décrocha sa première publicité, une annonce pour Dr Pepper, ainsi que de petits rôles dans des films comme Reckless et The Cotton Club. Sa carrière commença à prendre de l'élan lorsqu'elle fut engagée pour Red Dawn, où elle rencontra pour la première fois Patrick Swayze. Ce fut le début d'une relation professionnelle compliquée qui allait marquer et hanter son rôle le plus célèbre quelques années plus tard. Mais avant que ce rôle n'arrive, elle se retrouva sur le plateau de La folle journée de Ferris Bueller, interprétant Ginny Bueller, la sœur jalouse du personnage de Matthew Broderick. Le succès du film lui apporta de la notoriété et aussi une relation avec Broderick lui-même. C'était une romance qu'ils gardèrent secrète, mais en août 1987, lors de vacances en Irlande, leur secret allait être révélé de la pire manière possible, à travers une tragédie. L'accident qui a tout changé. En août 1987, quelques jours seulement avant la sortie de Dirty Dancing, la vie de Jennifer Grey fut bouleversée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle et Matthew Broderick passaient leurs vacances en Irlande du Nord, traversant la campagne au volant d'une BMW de location. Ce jour-là, la pluie tombait, rendant chaque virage plus délicat, chaque route moins clémente.
Broderick conduisait, Jennifer était assise côté passager lorsque, en un instant, leurs vies entrèrent, littéralement, en collision avec la tragédie. Broderick se trompa de voie et percuta de plein fouet une Volvo. Le choc fut dévastateur. À l'intérieur de l'autre voiture se trouvaient une mère et sa fille, Margaret Doherty, 63 ans, et Anna Gallagher, 28 ans. Elles furent tuées sur le coup. Jennifer, bien que fortement secouée, survécut avec un grave coup du lapin. Broderick, quant à lui, souffrit d'une commotion cérébrale, de côtes cassées, d'une jambe fracturée et de blessures qui le laissèrent inconscient et amnésique. Jennifer racontera plus tard en interview qu'elle le crut mort, ignorant dans ses premiers instants que d'autres avaient perdu la vie. Ce n'est que plus tard, lorsque la réalité de l'accident devint claire, que tout le poids de la tragédie s'abattit sur elle. C'est très difficile à décrire quand on frôle la mort et qu'on est témoin du décès d'autres personnes, confia-t-elle à Entertainment Tonight des décennies plus tard. Se retrouver seule sur une route de campagne, au milieu de nulle part, sans personne autour ni conscient, c'était assez terrifiant. Elle était l'unique témoin survivant, laissé à reconstituer les événements au cœur du choc et du chagrin. Les suites furent brutales. Broderick fut inculpé pour conduite imprudente et écopa finalement d'une amende de 175 $, sans jamais être poursuivi pour homicide involontaire. Jennifer, déjà aux prises avec le traumatisme, se retrouva en plus sous le feu d'un intense examen médiatique. Leur relation, jusque-là privée, fut soudain exposée au grand jour. Pire encore, Dirty Dancing sortit quelques jours plus tard, la propulsant à un niveau de célébrité qu'elle ne pouvait accueillir. La joie du succès fut étouffée par ce qu'elle décrivit comme une culpabilité du survivant. « Je suis devenue l'amoureuse de l'Amérique en 5 jours après l'accident », se souvint-elle. Mais je n'ai plus jamais pu être intrépide après ça. Physiquement, l'accident laissa des blessures au cou, qui la hantraient pendant des décennies. La force de l'impact avait arraché des ligaments à l'arrière de son cou, provoquant des douleurs chroniques qu'aucun massage, aucune glace, aucun anti-inflammatoire ne pouvait totalement soulager. Elle tenta de vivre avec, évitant les activités comme la danse, alors que la danse avait été sa plus grande passion. Ce n'est qu'en 2010, lors de sa préparation pour Dancing with the Stars, qu'un chirurgien spécialiste de la colonne vertébrale découvrit qu'elle n'avait plus de liquide autour de la moelle épinière, une condition qui aurait pu la laisser paralysée au moindre faux pas. Jennifer a également parlé ouvertement de la façon dont l'accident l'avait transformée sur le plan émotionnel. La peur, la culpabilité, le traumatisme, tout s'était ancré profondément en elle, modifiant sa manière d'aborder la vie et son métier. Et bien qu'elle et Broderick se soient séparés l'année suivante, elle admit qu'elle pensait souvent à la famille des victimes. En 2002, elle apprit que Martin Doherty, le fils et frère des femmes tuées dans l'accident, avait pardonné à Broderick, déclarant « Il n'a pas tué ma mère et ma sœur délibérément ». Ce pardon fut une petite source d'apaisement, mais il n'effaça pas les cicatrices durables. Ce fut le moment où la vie de Jennifer Grey se scinda en deux, avant et après. Avant, elle était une actrice en pleine ascension, pleine d'élan. Après, elle devint une femme à jamais liée à une tragédie qui viendrait assombrir son plus grand triomphe professionnel. L'héritage de Dirty Dancing et un partenariat compliqué. Lorsque Jennifer Grey lut pour la première fois le scénario de Dirty Dancing, elle y vit une opportunité, la chance de porter un film qui allait bien au-delà d'une simple romance. C'était une histoire initiatique avec de la musique, de la danse et du chœur. Mais il y avait un problème. Les producteurs voulaient Patrick Swayze pour le rôle masculin principal. Elle avait déjà travaillé avec lui sur Red Dawn en 1984, et ses souvenirs n'étaient pas chaleureux. À l'époque, elle l'avait trouvé macho, farceur et parfois peu attentif lorsqu'elle avait besoin de concentration. Elle avait alors décidé en silence qu'elle ne voulait plus jamais tourner avec lui. Mais à mesure que le casting traînait et qu'aucun autre acteur ne semblait convenir pour incarner Johnny Castle, la pression monta.
Les producteurs organisèrent un essai à l'écran, et avant que celui-ci ne commence, Patrick la prit à part. Cette fois, il ne plaisanta pas. Il la regarda droit dans les yeux et lui dit « Je t'aime. Je suis désolé. Je sais que tu ne veux pas que je fasse ce film, mais on pourrait cartonner. » Sa voix se brisa, ses yeux s'embuèrent, et à cet instant, quelque chose changea pour Jennifer. Elle n'oublia pas le passé, mais accepta d'avancer. La chimie durant l'essai fut indéniable. Ce qu'ils avaient n'était pas la connexion douce et facile de proches amis. C'était quelque chose de plus volatile, fait d'attraction et de friction. Cette tension convenait parfaitement à l'histoire de Baby et Johnny. Les producteurs le virent immédiatement. C'était de la foudre en bouteille. Le tournage pouvait commencer. La production se déroula durant l'été 1986 à Lake Lure, en Caroline du Nord, dans des conditions loin d'être glamour. Le budget était serré, le planning implacable et la chaleur écrasante. Gray, malgré un sens naturel du rythme, n'avait jamais pris de cours de danse formels et dut travailler dur pour suivre la précision et la technique de Swayze. Fils de la célèbre chorégraphe Patsy Swayze, Patrick était un danseur formé de manière classique, abordant chaque scène avec discipline. Cette même discipline pouvait se transformer en frustration lorsque Jennifer manquait un pas ou éclatait de rire nerveusement, comme lors de la célèbre répétition du chatouillement de bras, un moment qui irrita visiblement Swayze, mais qui fut conservé dans le film pour son authenticité. Tous les défis n'étaient pas légers. Patrick se blessa gravement au genou en tournant la scène d'équilibre sur le tronc d'arbre, mais il continua malgré la douleur. Jennifer, de son côté, luttait avec ses propres insécurités, ressentant à la fois son manque d'expérience et la tension implicite avec son partenaire. Certains jours, ils étaient chaleureux l'un envers l'autre. D'autres, ils échangeaient à peine quelques mots entre les prises. Le chorégraphe Kenny Ortega jouait souvent les médiateurs afin de maintenir une atmosphère professionnelle. Et puis, il y eut le porté, le mouvement iconique qui allait devenir l'instant signature du film. Jennifer refusa de le répéter. Elle avait peur d'être lâchée et malgré l'assurance de Patrick, elle resta ferme. Ainsi, lorsque les caméras tournèrent pour la danse finale, ce fut la première et unique fois qu'ils l'exécutèrent. L'adrénaline, le risque, la confiance implicite, tout se traduisit à l'écran d'une façon qu'aucune répétition n'aurait pu recréer. Lorsque Dirty Dancing sortit en août 1987, le monde l'embrassa. Le film rapporta plus de 214 millions de dollars dans le monde, la bande originale se vendit à des millions d'exemplaires et le film devint le premier à écouler 1 million de copies en vidéo. Jennifer reçut une nomination aux Golden Globes et devint l'un des visages les plus reconnaissables de Hollywood. Mais en privé, elle eut du mal à s'en réjouir. L'ombre de l'accident en Irlande planait encore, et l'épuisement émotionnel d'un tournage sous tension rendait ce succès étrangement amer. Pourtant, l'héritage de Dirty Dancing était scellé. Pour Jennifer Grey, ce serait le rôle qui définirait sa carrière et celui dont on lui parlerait toute sa vie, un rappel constant à la fois de son travail le plus accompli et de la relation complexe qui avait contribué à lui donner vie. Disparaître au grand jour, la rhinoplastie qui a tout changé. Dans les années qui suivirent Dirty Dancing, Jennifer Grey se retrouva face à un dilemme qu'elle n'avait pas anticipé. Elle était célèbre, immédiatement reconnaissable, et enfermée dans un type de rôle. Les directeurs de casting la voyaient comme Baby Houseman, douce, accessible, mais limitée. Elle craignait que son apparence ne la cantonne au même personnage. Des amis, des collègues de l'industrie, et même sa propre mère commencèrent à lui suggérer une rhinoplastie. Pour Jennifer, ce n'était jamais une priorité. « Mon soi-disant problème n'en était pas vraiment un pour moi », écrivit-elle dans ses mémoires. Mais lorsque suffisamment de personnes lui dirent que cela freinait sa carrière, elle commença à se demander s'ils avaient raison. Au début des années 1990, elle consulta 3 chirurgiens plasticiens et finit par se décider.
La première intervention devait être subtile, une petite retouche. Au lieu de cela, des complications survinrent et elle dut subir une seconde opération pour corriger une irrégularité causée par la première. Le résultat fut plus radical qu'elle ne l'avait imaginé. Elle se réveilla avec un nouveau visage, si différent que même des amis proches ne la reconnurent pas. La réaction fut rapide et brutale. Les tabloïds et les émissions de télévision s'emparèrent de l'histoire. Les titres réduisirent sa carrière à une comparaison avant-après, comme si toute son identité avait été effacée par un scalpel. Elle décrivit ce changement comme la sensation d'être entrée dans un programme de protection des témoins, entrant dans une pièce et voyant les gens incapables de l'identifier. Dans un moment surréaliste, un employé d'aéroport refusa de croire qu'elle était bien l'actrice de Dirty Dancing. Le coup porté à sa carrière fut immédiat. Hollywood vit de la reconnaissance visuelle, et aux yeux du public, elle ne ressemblait plus à la femme dont ils étaient tombés amoureux en 1987. Les propositions de rôle se raréfièrent. Elle envisagea brièvement de changer de nom pour repartir de zéro, mais y renonça. Pourtant, la difficulté à trouver du travail était bien réelle. Elle obtint de petits rôles, une apparition dans Friends, des participations à Bounce et The West Side Waltz, mais rien ne retrouva l'élan qu'elle avait avant. Jennifer choisit finalement d'affronter la question de front. En 1999, elle joua dans la sitcom d'ABC It's Like You Know, incarnant une version fictive d'elle-même qui devait constamment supporter des blagues sur sa rhinoplastie. La série utilisait sa transformation réelle comme un gag récurrent, transformant la curiosité du public en comédie. C'était de l'autodérision, mais cela n'effaçait pas le fait qu'elle avait perdu la trajectoire que tout le monde imaginait pour elle après Dirty Dancing. Au fil des années, elle en vint à considérer l'opération comme un tournant, non seulement dans son apparence, mais aussi dans la manière dont on la traitait. En 2022, elle déclara à People que cette décision ressemblait à une reddition au camp ennemi, et qu'elle se demandait encore ce qui se serait passé si elle avait ignoré les conseils et s'était fait confiance. Elle était entrée en pensant qu'un petit changement pourrait lui ouvrir des portes. Au lieu de cela, il en avait fermé beaucoup. L'ironie, c'est que Jennifer Grey n'avait pas disparu faute de talent. Elle avait disparu au grand jour. La même femme, la même voix, mais un visage que le monde insistait à voir comme celui de quelqu'un d'autre. Et une fois qu'Hollywood décida qu'il ne pouvait plus la situer, il cessa d'essayer. Briser, guérir et danser à nouveau. Bien avant de mettre un pied sur la scène de Dancing with the Stars, Jennifer Grey vivait avec une douleur que la plupart des gens autour d'elle ne pouvaient pas voir. L'accident survenu en Irlande en 1987 lui avait laissé des blessures chroniques au cou, ligaments déchirés, maux de tête constants, raideurs qui ne disparaissaient jamais vraiment. Au fil des ans, elle avait tout essayé. Massage, glace, bouillotte, anti-inflammatoire. Rien n'apportait un soulagement durable. C'était simplement quelque chose avec quoi elle avait appris à vivre, même si cela lui avait peu à peu enlevé les choses qu'elle aimait le plus. Danser, autrefois un geste instinctif, était devenu une activité qu'elle évitait. À la fin des années 2000, l'inconfort faisait partie de son identité. Elle avait adapté sa vie pour le gérer, limitant les activités physiques et ignorant les façons dont son corps compensait. Mais en 2009, la vie lui réserva une autre épreuve. En se préparant pour Dancing with the Stars en 2010, elle subit un examen médical de précaution. C'est alors que le chirurgien neurologique de la colonne vertébrale Robert Bray Jr. fit une découverte choquante. Il n'y avait plus de liquide autour de sa moelle épinière. La situation était dangereuse. Une simple chute pouvait la laisser paralysée. La chirurgie n'était pas une option, elle était indispensable. Au cours du même processus, les médecins découvrirent autre chose. Un nodule cancéreux sur sa thyroïde. Elle n'avait remarqué aucun symptôme, et le diagnostic fut une totale surprise. Le nodule fut retiré,
et le cancer ne s'était pas propagé. Un soulagement qu'elle qualifiera plus tard d'étrange cadeau de l'accident. Si je ne m'étais pas blessé au cou, ils n'auraient pas trouvé la masse sur la thyroïde, confia-t-elle à USA Today. D'une certaine façon, ce que je pensais être l'une des pires choses qui me soit arrivée m'a sauvé la vie. L'opération au cou fut une fusion antérieure visant à réaligner sa colonne et à la stabiliser avec une plaque en titane. Elle réduisit sa douleur et, pour la première fois depuis des décennies, lui donna un sentiment de sécurité physique. Mais il restait l'obstacle émotionnel. La danse, qui avait autrefois défini son rôle le plus célèbre, était désormais associée à la peur. Peur de se blesser, du passé ou de ne plus être à la hauteur. Lorsque la proposition de Dancing with the Stars arriva, Jennifer avait 50 ans. Patrick Swayze était décédé l'année précédente, et elle ressentit l'élan d'honorer son lien avec la danse et le film qui les avait rendus tous deux iconiques. Elle accepta en connaissant les risques. Dès les premières répétitions avec son partenaire professionnel Derek Hough, elle parla ouvertement de son historique médical et du fait qu'elle poussait son corps comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Ses premières performances surprirent tout le monde. Elle se hissa régulièrement en tête du classement, sa technique étant précise et sa narration percutante. Mais la fatigue commença à se faire sentir. Les douleurs anciennes refirent surface et le stress l'usa. Pendant quelques semaines, elle perdit la première place. Puis, lors de la 7e semaine, elle revint en force, égalant Brandy Norwood, l'autre favorite de la saison. En finale, Jennifer subit un nouveau coup dur. Juste avant la dernière prestation, elle se rompit un disque dans le bas du dos. La plupart des gens auraient abandonné, mais elle exécuta la routine malgré tout, dissimulant la douleur devant les caméras. Le risque porta ses fruits. Le 23 novembre 2010, elle et Hook furent couronnés champions, faisant d'elle la femme la plus âgée à avoir remporté le concours à l'époque. Amour, perte et un autre genre de retour. La vie personnelle de Jennifer Grey a été aussi mouvementée et parfois aussi compliquée que sa carrière. Dans les années entourant Dirty Dancing, elle fut liée à certains des plus grands noms d'Hollywood. Elle sortit avec Michael J. Fox au sommet de sa célébrité dans Family Ties, puis entama une romance passionnée avec Johnny Depp. Dans ses mémoires, elle décrivit cette relation comme un brasier, intense et dévorant, le genre de lien qui semblait être un antidote à la douleur qu'elle venait de vivre après l'accident en Irlande. Elle fut même brièvement fiancée à la fois à Depp et à Matthew Broderick à différentes époques de sa vie, bien qu'aucune de ses fiançailles n'aboutit à un mariage. Sa relation la plus longue commença en 2000, lorsqu'elle rencontra l'acteur et réalisateur Clark Gregg. Les deux se marièrent en juillet 2001 et, plus tard la même année, accueillirent leur fille, Stella. Ils bâtirent un foyer à Venice, Los Angeles, et travaillèrent même ensemble, co-jouant dans le téléfilm The Road to Christmas en 2006 pour la chaîne Lifetime. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à un mariage hollywoodien stable et durable, rare dans une industrie connue pour ses unions éphémères. Mais en janvier 2020, après près de 20 ans de vie commune, ils se séparèrent discrètement. 6 mois plus tard, ils annoncèrent publiquement leur rupture, publiant un message commun sur Instagram qui mettait en avant l'amour et la gratitude qu'ils avaient l'un pour l'autre. En février 2021, leur divorce fut finalisé. Ils restèrent des coparents et amis dévoués, choisissant de préserver le lien familial qu'ils avaient construit. En dehors de ces relations, Jennifer dut également affronter des combats moins visibles. L'anxiété l'avait accompagnée durant une grande partie de sa vie adulte, influençant souvent ses choix de carrière d'une manière que peu de gens connaissaient. Elle révéla avoir refusé certaines opportunités simplement parce que la pression était trop forte, y compris une chance de revenir dans Friends après son rôle invité de Mindy et une apparition dans Saturday Night Live. Elle expliqua que des modifications de script de dernière minute ou l'imprévisibilité d'une performance en direct pouvaient la submerger. Ce n'était pas une question de capacité, mais de l'impact physique et émotionnel que l'anxiété avait sur elle.
À la soixantaine, Jennifer commença à voir sa vie différemment. En 2022, elle confia à People qu'elle croyait que la seconde moitié de la vie d'une femme est la meilleure moitié. Elle avait commencé à affronter ses peurs de front, considérant l'anxiété non comme une barrière, mais comme quelque chose à défier. Sa décision de participer à Dancing with the Stars faisait partie de cette philosophie, se tourner vers les choses qui l'effrayaient le plus. De l'autre côté de la peur, il y a la liberté, dit-elle. Même dans des aspects plus personnels, elle accueillit le changement. Elle parla ouvertement de la perte de cheveux qu'elle connut dans la soixantaine, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé étant donné sa chevelure épaisse dans sa jeunesse. Au lieu de le cacher, elle s'associa à la marque danoise de soins capillaires Arkliniken, attribuant à leurs produits la transformation de la santé de son cuir chevelu et le retour de sa confiance. Sur le plan professionnel, elle commença à développer de nouveaux projets qui lui permettaient de contrôler le récit. Parmi eux, une suite à Dirty Dancing, dans laquelle elle reprendrait son rôle de Baby Houseman, désormais adulte, tout en agissant comme productrice exécutive. Elle promit que l'histoire revisiterait le légendaire hôtel Kellermans, avec de la musique, de la danse et de la romance, mais avec une intrigue reflétant le passage du temps. Le parcours de Jennifer Grey rappelle que la célébrité ne protège personne de la douleur, de la perte ou de la nécessité de se réinventer. Elle a survécu à la tragédie, s'est reconstruite après des revers et a appris à vivre selon ses propres termes.